Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans le cadre de notre formation sur l'intermédiation financière. Aujourd'hui, on parlera des instruments financiers et il faut comprendre que nous abordons déjà des sujets assez soutenus et bien cadencés. C'est la raison pour laquelle nous allons être un peu plus longs et on prendra beaucoup plus de temps pour expliquer afin que les uns et les autres puissent bien comprendre que les questions lorsqu'on parle des instruments financiers. C'est pourquoi lorsqu'on parlera de l'aide de crédit, sachez que tout au long de la présentation, par moment, vous pourrez voir LC, qui veut tout simplement dire lettre de crédit. Et il faut rappeler que lorsqu'on parle de l'aide de crédit, on en trouve beaucoup. Il existe plusieurs types. Et on aura la possibilité de voir les uns et les autres. Et puis, dans une autre vidéo, on pourra expliquer d'autres éléments qui rentrent en compte. Il faut noter derrière que, bon, déjà, pardonnez-moi la qualité de ma voix, hein, j'ai pas une très bonne, j'ai un petit problème au niveau j'ai un chat au niveau de la gorge qui fait que la voix est pas rauque. Donc, hier, tendez un peu l'oreille. Je rappelle ensuite que vous aurez une série de documents, une série de cours, une série d'articles sur notre site internet startupan.com dans l'onglet cours et puis vous sélectionnez euh, l'intermédiation financière. De toute façon, tous ceux qui suivent ce cours ont les identifiants pour parler sur notre site. Donc, vous aurez une série de livres, une série de documents. Et puis, derrière, nous avons également mis des documents bancaires qui sont indispensables dans le cadre des instruments financiers tels que les lettres de crédit. C'est pourquoi nous vous demandons de vous référer là-bas plus tard pour avoir le plus grand nombre d'informations. Il faut déjà savoir que lorsqu'on parle de lettre de crédit, la lettre de crédit est un contrat à multi-usage bien multipartie, qui engage un acheteur, un vendeur et une banque. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Parce que beaucoup font les erreurs lorsqu'on parle des instruments bancaires, essentiellement de la LC. Mais il faut noter que la LC s'adresse à trois parties. L'acheteur, le vendeur et la banque. Et cette fois-ci, on parle du banquier de l'acheteur. Parce que c'est le banquier, c'est l'acheteur qui va émettre c'est l'acheteur qui déclenche ou bien qui ouvre une lettre de crédit et c'est sa banque qui émet la lettre de crédit. C'est pourquoi on disait que l'acheteur demande à la banque de garantir au vendeur le paiement des marchandises au jour de l'expédition. Ce document est majoritairement utilisé lorsqu'on traite avec des entreprises à l'étranger. Il faut noter que lorsque vous arrivez en tant qu'intermédiaire financier, vous pouvez rencontrer des gens qui veulent faire des affaires sur le marché international. Il vous revient de lui faire une proposition financière ou bien de lui donner un chemin financier assez bien organisé, bien structuré, qu'il fera gagner en plus d'argent en efficacité et qui ne fera pas perdre son argent. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez être assez outillé pour pouvoir savoir l'outil idéal facilement utilisable dans une transaction donnée dans le cas de l'import-export, par exemple. Il s'agit d'un engagement écrit donné par une banque qui est considérée comme la banque émettrice. Donc, la banque qui émet, la banque émettrice. Et elle demande à son client, qui est le demandeur, celui qui a demandé d'émettre la lettre de crédit, dans lequel la banque s'oblige à payer l'exportateur qui est le vendeur ou le bénéficiaire jusqu'à un montant déterminé dans un délai prescrit où les différentes parties sont bien informées. Il faut noter que le délai prescrit, lorsqu'on parle de présentation des documents stipulant conformément aux conditions du crédit documentaire, il faut noter que lorsqu'on parle de l'aide de crédit, on parle des instruments qui font que l'acheteur contacte sa banque pour émettre une lettre de crédit, c'est lui qui est l'émetteur ou bien le demandeur. Et une fois qu'il a émis la lettre de crédit, quand le vendeur aurait
remplit les conditions qui sont déterminées, décidées dans leur contrat, parce que les deux, naturellement, ont un contrat. Lorsque les conditions sont réunies, il envoie les documents au banquier de l'acheteur et celui-ci lui procède directement au paiement. C'est pourquoi on a dit au début que c'est tripartite. Il faut noter qu'il existe trois grands types de lettres de crédit et des sous-groupes. Dans ce cours, on verra les différents types et leur usage. Donc, comme on a dit, les trois grands types de lettres de crédit, aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de voir les lettres de crédit tout court. Par la suite, on verra les différents autres éléments qui rentrent dans les grands types de lettres de crédit. Il faut savoir que l'acheteur, ça c'est la transaction de la LC. L'acheteur, je disais que l'acheteur qui est l'importateur, le demandeur, c'est-à-dire le client qui demande l'émission d'une lettre de crédit. Le vendeur est l'exportateur, le vendeur qui est l'exportateur et le bénéficiaire, c'est-à-dire celui à qui la lettre de crédit est destinée. La banque émettrice qui donne l'engagement écrit. Parce qu'il faut noter que la lettre de crédit est un document qui garantit le paiement. C'est ça, c'est quelque chose de très important à connaître. Lorsqu'on ouvre une lettre de crédit, ça garantit au vendeur qu'il aura son argent une fois la transaction passée. Une fois qu'il aurait rempli les conditions qui ont été données, qui ont été en discuté ou bien qui ont été prises entre les deux parties, c'est-à-dire c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur. Et la banque émettrice n'est qu'une exécutante. La banque émettrice ne prend pas de décision véritable. Elle ne fait qu'exécuter ce que les deux parties ont décidé. S'ils ont dit de payer à tel moment, ils s'arrangeront ensemble à le faire exactement à ce moment. C'est l'une des raisons pour lesquelles les lettres de crédit, lorsqu'on parle de cela, le banquier ne vient rien exiger. Le banquier demande juste de lui donner le contrat, le draft qui a été signé entre les deux parties et qu'est-ce qui a été stipulé dans ce contrat. Il s'arrange simplement à respecter cela. C'est quelque chose d'extrêmement important à savoir. Vous avez ici un petit chemin d'un instrument financier, essentiellement de la lettre de crédit. On vous a dit tout à l'heure que la lettre de crédit est un document tripartite. On a ici le vendeur qui est le bénéficiaire. On a le vendeur qui est le bénéficiaire. On a l'acheteur ici qui est le donneur d'ordre. Et on a le banquier, la banque émettrice. Il faut noter que, puisque on a mis la banque ici par défaut, hein, en principe, puisque c'est l'acheteur qui émet, qui demande d'émettre la banque, on pouvait amener la banque ici. Parce que, un détail important, la banque doit être dans le pays de l'acheteur. Parce que c'est à partir de sa banque qu'il lui doit émettre la lettre de crédit au niveau du vendeur. Ce n'est que illusoire, on ne met ça juste à titre indicatif. C'est pourquoi vous allez voir le chemin, on dit que les deux, l'acheteur et le vendeur, ont discuté, ils ont signé un contrat commercial. Une fois qu'ils ont fini de signer le contrat commercial, qu'est-ce que le vendeur va faire? Qu'est-ce que l'acheteur, l'acheteur fait? Il contacte la banque émettrice. Il discute avec la banque émettrice. Il demande à émettre une lettre de crédit. C'est l'une des la raisons pour laquelle lui maintenant, l'acheteur, lorsqu'il a demandé au banquier, à son banquier généralement, émettre la lettre de crédit, c'est ainsi que le banquier émettrice, la banque émettrice va contacter le vendeur et lui dire, voilà, j'ai une lettre de crédit qui a été mise à la disposition. Voici les conditions de la lettre de crédit. Donc, il contacte directement le vendeur. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Donc, le banquier, la banque émettrice contacte directement le vendeur pour la transaction. Et maintenant, lorsque la transaction était faite, vous comprenez, on a inversé les rôles. Lorsque l'expédition de la marchandise a été faite au niveau de l'acheteur, voilà. Donc, dans l'expression de la marchandise, ça c'est le vendeur. Qu'est-ce que je dis? Ça c'est le vendeur et ça c'est l'acheteur. Une fois que la marchandise a été transférée au niveau de l'acheteur, le débit de l'acheteur puis récupération des documents. C'est-à-dire que une fois qu'on a envoyé les documents, la marchandise,
Et il faut noter que lorsqu'on parle du document qui concerne, qui doit être signifié, on parle du BL, qui est le Bill of Lading. Puisqu'on a été parlé des transactions internationales, c'est généralement le Bill of Lading. Ça sous-entend que une fois que le vendeur a pris la marchandise, il a stocké et il a expédié chez l'acheteur. Donc la marchandise est déjà peut-être en mer. Ça dépend des contrats, c'est ce qu'il faut comprendre. Si dans le contrat, il était dit que le vendeur devait prendre la marchandise, mettre en mer, prendre le billet et les envoyer, pour que son paiement soit fait. C'est ce qui doit être ce qui est stipulé dans le contrat, c'est ce qui doit être respecté. S'il était dit que le vendeur doit prendre la marchandise déposée dans un entrepôt et prendre le bordereau de dépôt ou bien le bordereau d'entrepoussage et recevoir son argent, c'est ce qui devait être fait. C'est la raison pour laquelle on dit que à un moment donné, une fois que le vendeur qui est le bénéficiaire, parce que c'est lui le bénéficiaire, une fois que le vendeur qui est le bénéficiaire a transité, a envoyé la marchandise, lui maintenant, voilà, est-ce que je me suis trompé quelque part? Donc, qu'est-ce qui se passe? L'acheteur a envoyé les documents au niveau du vendeur. Le vendeur, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque le constructeur est réduit, on enseigne ici, il envoie les documents directement sur le banquier, la banque émettrice. Parce qu'on a dit qu'il n'envoie pas la marchandise sur l'acheteur, on risque que l'acheteur récupère et puis ne le paye pas. C'est pourquoi en 5, vous allez voir, il fait une remise documentaire directement au niveau de la banque émettrice. Et la banque émettrice, maintenant, évite le compte de l'acheteur. Vous allez voir, débit de l'acheteur, puis récupération de la documentation. Donc, une fois que le document arrive au niveau de la banque, lui, qu'est-ce qu'il fait? On débite son compte bancaire, vous allez voir, on débite le compte bancaire et maintenant, le paiement est fait directement au niveau du vendeur. J'espère que vous comprenez. C'est assez simple et c'est très pratique. Donc, le chemin est assez explicite. Donc, on est dans une posture où on est dans un schéma tripartite. Il faut comprendre qu'ici, les acteurs impliqués sont essentiellement l'acheteur, le vendeur et la banque de l'acheteur. Parce que c'est la banque de l'acheteur qui doit émettre la lettre de crédit. Ça ne peut pas être la banque du vendeur. Étant donné que c'est dans le compte du vendeur, de l'acheteur qu'on doit débiter l'argent pour envoyer chez le vendeur. Donc, vous comprenez que le vendeur ne peut pas émettre la lettre de crédit, ce n'est que l'acheteur qui le fait. Il faut connaître les différents types de lettres de crédit existants. On a la lettre de crédit confirmée. La lettre de crédit confirmée croit le niveau de garantie de la banque et s'engage à payer, même si l'acheteur ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de la banque. C'est ça le principe. Donc, on arrive dans une dynamique où, si vous pouvez discuter avec vos clients, vous leur demandez de discuter avec eux, l'acheteur, pour que l'acheteur émette une lettre de crédit confirmée. Quand c'est confirmé, ça garantit qu'automatiquement, le paiement sera fait, quel que soit le cas. Même si l'acheteur ne met pas l'argent à la disposition, sa banque a pris la garantie, elle est obligée de payer. Maintenant, derrière aussi ce qu'on appelle la lettre de crédit irrévocable. La lettre de crédit irrévocable, c'est une lettre qui fait que il est quasi impossible de l'annuler. Parce qu'il peut arriver des situations où, après avoir émis la lettre de crédit, peut-être la marchandise, etc., peut-être le Maroc, c'est un exemple vraiment typique, hein, c'est un exemple rare. Le vendeur, par exemple, l'acheteur décide qu'il ne veut plus la marchandise. Vous comprenez? C'est pourquoi, sur le plan pratique, il faut déjà noter que sur le plan pratique, lorsqu'on parle de lettres de crédit, ce sont des documents généralement irrévocables. Ça, c'est un détail important à connaître, c'est irrévocable. Mais il peut arriver que, par exemple, pour X raisons, pour une raison valable quelconque, la transaction ne peut plus être faite. Pour que maintenant ça soit révocable, il faut absolument que les deux parties soient d'accord, que l'acheteur et le vendeur tombent d'accord et disent au banquier qu'effectivement, nous sommes tombés d'accord qu'il faut arrêter le document, il faut arrêter la lettre de crédit, arrêter le processus de la lettre de crédit. Donc, comme on dit, par défaut, une lettre de crédit demeure irrévocable. Concrètement, cela signifie qu'une fois le document émis, le paiement de l'exportateur est garanti
à condition, bien sûr, que tous les engagements contractuels soient respectés. Seul l'accord des deux parties peut alors venir et révoquer la lettre de crédit. Dans le cas des lettres de crédit revocables, l'acheteur ou l'établissement bancaire peuvent modifier le document. Le vendeur ne possède donc aucune garantie de paiement. De ce fait, le document n'est pas ainsi, n'est presque jamais activé. On vient ici, est-ce que on vient simplement vous expliquer que c'est très rare d'utiliser une lettre de crédit revocable. Parce que quel vendeur va accepter une lettre de crédit où on l'envoie et à tout moment, l'acheteur peut aller revoquer le crédit, même si la marchandise est en main. Qui, donc, c'est la raison pour laquelle la plupart du temps, la lettre de crédit est toujours irrévocable. Parce que c'est les fichiers, c'est les documents. Donc, le document de la lettre de crédit irrévocable, c'est ce qui est le plus en plus utilisé. Le document révocable, très peu l'utilise parce que personne ne l'acceptera. Il faut comprendre également ce qu'on appelle la lettre de crédit non confirmée, qui est une conforme letter of credit. Le vendeur peut choisir de faire vérifier la lettre de crédit émise par la banque de l'acheteur. Pour cela, il sollicite généralement son propre établissement bancaire. On dit alors que la lettre de crédit est confirmée. Une lettre de crédit qui n'est pas soutenue par une deuxième garantie est donc dite non confirmée. La confirmation apporte une garantie supplémentaire au vendeur, ce qui peut y avoir recours le doute sur la solvabilité du client. Donc, on arrive dans une situation où parfois on peut avoir face à avec un, un chemin où vous pouvez demander une lettre de crédit irrévocable et confirmée. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça le principe. On peut demander une lettre de crédit irrévocable et confirmée. C'est pourquoi on précise que la lettre de crédit confirmée, ce n'est qu'un élément en plus pour pouvoir vérifier de l'authenticité et du sérieux de la solvabilité du client acheteur. Et c'est en ce moment, quand vous voulez faire confirmer votre lettre de crédit, vous faites confirmer votre lettre de crédit par votre banque. Donc, le vendeur va demander plutôt à sa banque de faire une confirmation. Et pour que la banque confirme, la banque émettrice doit confirmer auprès de la banque, auprès de la banque confirmatrice qu'effectivement, le client a de l'argent, il est solvable. Parce que là, ça se fait par transaction, par message, la transaction se fait par message type, bien par code SWIFT. C'est pourquoi on va parler de l'aide de crédit confirmée et ça sera généralement entre les banques qui sont déjà dans un réseau SWIFT. Il faut comprendre également qu'il existe ce qu'on appelle les lettres de crédit transférables. La lettre de crédit transférable correspond à une lettre de crédit permettant au bénéficiaire initial de transférer une partie ou l'entièreté des montants de la commande. Cette procédure est par exemple utilisée lorsque la transaction implique plusieurs acteurs commerciaux, notamment des sous-traitants. Ces derniers sont ainsi payés directement par l'établissement bancaire de l'acheteur. Je vais vous donner un mécanisme simple pour que vous compreniez un peu la lettre de crédit transférable. On sous-entend, je prends un exemple banal, que vous avez je peux dire quoi, vous avez par exemple un menuisier. Vous avez discuté avec le menuisier, voilà, ou bien pour exemple, on peut le faire même dans le bâtiment. Vous discutez avec le menuisier que voilà, ou bien avec, vous avez un chantier. Vous avez un chantier que vous avez déployé, vous pouvez ouvrir lettre de crédit, mais il faut que ça soit transférable. Vous discutez avec l'entreprise de BTP. L'entreprise de BTP, vous pouvez vous faire un devis. Les travaux vont coûter un certain montant. Vous dites, OK, je te fais une lettre de crédit. La lettre de crédit te garantit que tu auras ton argent. Ça veut dire que le banquier prend la garantie que tu auras ton argent. Il commence les travaux. À un moment donné, il aura besoin de ciment. À un moment donné, il aura besoin de carreaux. Il aura besoin de fer. C'est la raison pour laquelle vous devez faire une lettre de crédit transférable. Ça fait que quand il reçoit la lettre de crédit, et on peut faire une lettre de crédit transférable par morceau. Et il vous dit, bon voilà, j'ai besoin de dépositer. On donne un exemple. On est dans une lettre de crédit de peut-être 100 millions. Il peut dire, OK, j'aurais besoin de donner 10 millions chez lui.
les gens de la cimenterie, j'aurais besoin de donner 15 millions aux gens de fer, j'aurais besoin de donner 20 millions aux gens de carreaux. C'est la raison pour laquelle vous faites maintenant. Il fait une lettre de crédit transférable. Ça fait que quand lui, maintenant, le type qui travaille au chantier ou bien l'entreprise de BTP reçoit la lettre de crédit, elle a, il a la possibilité de prendre cette lettre de crédit et transférer à d'autres personnes qui vont intervenir dans la chaîne de valeur, qui vont intervenir dans la transaction. Ça peut aussi arriver dans le cas de l'importation des marchandises. Vous avez par exemple un client qui veut importer, je dis n'importe quoi, peut-être un avis de sucre, un avis de sucre dans un pays donné. Et il se trouve que l'usine à laquelle acheter le sucre achète peut-être la matière première dans un autre pays. Et en recevant l'argent pour transférer, ça sera long. C'est la raison pour laquelle l'usine va demander de lui faire une lettre de crédit transférable. Comme ça, quand il prend la lettre de crédit, il peut défalquer son argent et le reste, il transfère directement chez son fournisseur. C'est des choses, des détails très simples et importantes. Et quand on travaille à l'international, on a des grosses entreprises qui demandent de plus en plus de lettres de crédit transférables. Sauf que dans l'exercice, on a rencontré des personnes qui ne savaient pas pourquoi. Ils posent la question pourquoi ils veulent lettres de crédit transférables. C'est tout simplement parce qu'il a besoin de payer ses fournisseurs avec des documents. Maintenant, ce qu'on appelle les lettres de crédit revolving. Une lettre de crédit revolving, tel qu'on le dit, c'est une lettre de crédit répétitive. On dit en général que l'acheteur demande l'émission d'une lettre de crédit pour chaque transaction effectuée avec une entreprise à l'étranger. Mais il est également possible d'émettre une lettre de crédit revolving qui couvrira plusieurs transactions dans la limite d'un montant préalablement établi par l'établissement bancaire. La lettre de crédit revolving est utilisée par les entreprises qui traitent très régulièrement avec des entités basées à l'étranger. L'objectif consiste ici à réduire le nombre d'opérations, mais aussi la formalité administrative. Tel qu'on le dit, c'est clair. Vous avez par exemple euh, vous avez un contrat étatique. Vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, hein, c'était votre client parce qu'on parle de l'indemnisation financière. Vous avez un client par exemple qui un contrat étatique où on lui demande par exemple de livrer, je n'importe quoi, le trésor calamité, peut-être chaque mois, on lui demande 100 millions à livrer et le paiement est déjà positionné. On n'est pas en train de faire chaque mois la même paperasse. Il peut mettre, bon, parce qu'il a une commande peut-être d'un an, immédiatement un processus de revolving en place. Ça fait que la banque est d'accord, chaque mois, elle attend juste le document qui était spécifié dans le contrat et le paiement est fait. Donc, on n'a plus besoin de leur rappeler ça tout le temps. Non seulement ça fait gagner en temps et ça fait réduire les formalités administratives. Lorsqu'on va parler de crédit de réserve, lorsqu'on va parler de lettre de crédit de réserve, ce lettre de crédit est un plan de secours. Il garantit que le vendeur est payé si l'acheteur ne respecte pas la promesse de paiement. Contrairement à d'autres types, ce n'est pas pour le paiement régulier, mais agit comme une garantie de sécurité. Ce type est couramment dans les industries comme les constructions, dans l'immobilier, où des paiements importants sont impliqués. Par exemple, si un entrepreneur ne termine pas un projet, la lettre de crédit garantit qu'il sera indemnisé, que le client est indemnisé. On aura la lettre de crédit transférable dos à dos qui fait partie également des instruments qui sont autour de la lettre de crédit. La lettre de crédit transférable back-to-back aide dans les métiers délicats. Ils sont utilisés lorsque le courtier ou les agents qui font partie de la transaction, ce type facilite la gestion des paiements complexes. La lettre de crédit transférable permet au premier receveur comme au courtier de transférer une partie de la totalité du crédit quelqu'un d'autre comme fournisseur. Ceci est utilisé si vous êtes un intermédiaire et que vous devez payer votre fournisseur. Par exemple, si vous passez un accord avec un acheteur, mais dépendez du fournisseur livré, l'aide de crédit assure tout le monde. Je pense que si on a fait une petite erreur, on a introduit la lettre de crédit. Là-bas, c'est que j'ai listé la lettre de crédit. Maintenant, on dit que la lettre de crédit back-to-back, il s'agit de deux distincts en tant qu'intermédiaire. Vous utilisez le crédit de l'acheteur pour
en obtenir un autre pour votre fournisseur. Ce type de commande, ce type est commun dans les métiers intermédiaires connectés, l'acheteur et le vendeur. En fait, il faut comprendre que lorsqu'on parle de lettres de crédit back-to-back, dos à dos, généralement, c'est deux lettres de crédit qui ont été émises sur le même document. Il y a eu infiltration. Ce texte a été sur une infiltration qui ne s'est pas vu venir. Donc, ces deux instruments financiers, lettres de crédit qui ont été émises, c'est-à-dire que l'acheteur émet une lettre de crédit et le vendeur, lui, à son retour, également émet une lettre de crédit. C'est la raison pour laquelle on appelle lettre de crédit dos à dos. Et la lettre de crédit de l'homme protège la lettre de crédit du deuxième. C'est dire quoi? L'acheteur émet une lettre de crédit. Le vendeur, par exemple, pour garantir la lettre de crédit de l'acheteur, émet lui également une lettre de crédit pour préserver la lettre de crédit de l'acheteur. Donc, c'est le principe qu'on appelle les lettres de crédit back-to-back. Lettre de crédit dos à dos. Donc, les deux personnes, pour la même transaction émise, les deux entités, pour la même transaction, émettent chacune une lettre de crédit. Ça fait, je dis, lettre de crédit dos à dos, back-to-back. Il faut connaître que la lettre de crédit a quelques avantages. Ces avantages ne sont pas aussi négligeables. On a entre autres, la lettre de crédit garantit l'expédition de la marchandise à l'acheteur et le paiement de la commande au vendeur et offre ainsi une protection maximale aux parties. Elle permet de sécuriser les transactions et augmenter donc la possibilité d'affaires. Le coût d'une lettre de crédit reste moindre. Elle permet au vendeur de recevoir rapidement le paiement après que ce dernier ait prouvé la conformité de l'envoi avec le contrat de commande. La lettre de crédit simplifie la gestion documentaire et l'administration des ventes pour les exportateurs. Elle diminue drastiquement les risques d'irrégularité pour les deux parties. Donc, c'est autant de trucs qui existent pour les avantages au niveau de la lettre de crédit. Comme on ne peut pas parler de l'avantage sans parler d'inconvénients, il faut savoir que ça a quelques inconvénients, mais ces paiements ont également quelques inconvénients. Pour les entreprises amenées à effectuer de nombreuses transactions à l'international, la lettre de crédit peut présenter des coûts non négligeables contrairement à une assurance crédit entreprise. Il faut comprendre, quand on parle de l'assurance crédit entreprise, c'est un mécanisme qu'on met sur pied pour qu'une entreprise, par exemple, prend une assurance, prend un crédit, prend une assurance auprès, prend une garantie auprès d'une assurance, qui fait que son fournisseur peut l'envoyer la marchandise à tout moment sans avoir besoin de récupérer de l'argent. Donc, par exemple, il prend une assurance une garantie chez une assurance. Et il donne cette garantie au fournisseur qui est à l'extérieur. Il a la commande peut-être d'un an de marchandises. Ça fait comme il a pris une garantie de crédit, le fournisseur va l'envoyer la marchandise régulièrement. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fera un seul paiement, un seul coup. C'est la raison pour laquelle lui prend l'assurance. L'assurance le protège pour qu'il ne se retrouve pas de faire tout le temps les mêmes transactions qui vont le coûter à chaque fois. Parce que chaque fois que tu crées une lettre de crédit, même si elle est revolving, elle te coûte cher parce que la banque te facture tout le temps. Pourtant, lorsque tu le fais en un seul coup, ça devient beaucoup moins coûteux et sur le long terme, tu deviens bénéficiaire. La démarche administrative, même allégée, au maximum peuvent ralentir les transactions lorsqu'on parle des inconvénients. Parce que c'est une entreprise, elle ne va pas passer son temps à remplir la même paperasse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce personnel pourrait être dirigé ailleurs. Bien que de plus en plus répandu, la lettre de crédit n'est pas opérationnelle dans tous les pays. Ça, c'est aussi un détail très important. Il est assez répandu, c'est un document très répandu, mais ce n'est pas dans tous les pays qu'on retrouve la lettre de crédit. Il faut noter que pour finir pour cette première partie, comme je l'ai dit, n'oubliez pas que lorsqu'on parle de lettre de crédit, on ne parle pas effectivement dans le domaine du commerce. On peut utiliser la lettre de crédit dans plusieurs domaines et je vous encourage à explorer. C'est dit que le jour où vous avez en face de vous quelqu'un qui veut vous dire qu'il veut faire dans tel domaine, sachez que la lettre de crédit est un document qui peut l'aider. Vous pouvez lui dire, par exemple, de créer une lettre de crédit back-to-back, une lettre de crédit transférable. Et comme on a dit, il faut toujours les lettres de crédit irrévocable et confirmé. Et si vous pouvez faire la clé de crédit transférable pour qu'il puisse payer plusieurs personnes, vous serez d'un très grand apport et ça devient extrêmement important pour nous.
Dès que je dis ça, c'est la première partie. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas que vous pouvez poser les questions dans le chat, dans notre groupe Telegram. Et à partir de là, on pourra effectivement travailler. Je suis Tchakoun Tenes, le responsable du groupe Alliance Golf. Dans le cadre de notre mastermind sur l'intermédiation financière, dans la suite, on verra encore un élément beaucoup plus important. Je ne vais pas faire très long parce que comme c'est presque nouveau pour plusieurs personnes, je préfère faire un petit morceau. Comme ça, chacun a le temps de prendre un morceau, il écoute, il réécoute, il réécoute, jusqu'à ce qu'il ait une certaine maîtrise avant d'aller à la seconde partie. Sinon, si on va en un seul jet, ça sera non seulement très long et puis j'ai peur que les gens ne puissent pas bien maîtriser certains éléments. Je vous aime, à bientôt, à la FIA, rendez-vous dans la suite.